Bienvenue Para, j'étais Bonsoir. invitée sur la chaîne pour parler du STJV, du syndicat des Oui, travailleurs du jeu vidéo. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis adhérent au STJV depuis mai 2024. En fait, j'ai adhéré suite à un... Moi, je suis freelance, je fais du pixel art. Vous m'avez peut-être déjà vu sur Twitch ou sur Twitter, éventuellement sur Instagram, mais je suis pas trop actif. Et en fait, ça faisait des années que je milite, mais je milite en fait, on va dire localement, à l'échelle d'Angoulême, ma ville. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo fin 2020. J'ai commencé fin 2023 parce que j'ai burn-out dans mon ancien métier qui était l'animation. Et en fait, après un contrat catastrophique dans le jeu vidéo, je me suis dit, c'est plus possible, j'y arrive pas. Je vais me syndiquer pour au moins savoir quelles sont les conditions et me rendre compte de si ce que je vis est universel. Bon, malheureusement, c'est un peu le constat aussi, c'est que la situation est difficile pour beaucoup de gens, surtout mes camarades freelance en fait, où c'est compliqué et c'est jamais vraiment très stable. Mais en fait, ça m'a permis aussi de m'engager en fait globalement. En fait, au niveau français, de découvrir qu'est-ce que c'est un syndicat, parce que c'était quelque chose dont j'avais absolument pas l'habitude. J'étais pas du tout familier avec les méthodes d'action des syndicats en fait. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, on entend beaucoup dire que le syndicat, il aide les travailleurs du jeu vidéo. Est-ce que tu peux me dire, parce qu'on entend beaucoup parler des difficultés en ce moment. Ouais. D'ailleurs, il y a eu des licenciements là, cette semaine sur Marvel Rivals qui ont surpris tout le monde. Est-ce que tu Ouais. pourrais m'expliquer un peu les différents soucis qui sont rencontrés par les travailleurs? Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a mené au burn-out, etc., etc. Ben en fait le problème c'est qu'on cristallise énormément de soucis à la suite des autres. C'est-à-dire que déjà il y a la difficulté d'accès au premier emploi. C'est-à-dire que de base on a trop d'écoles. Principalement des écoles privées aussi qui sont compliquées, c'est-à-dire qu'on a des écoles qui proposent des formations pas assez suffisantes ou pas assez réalistes par rapport aux complexités de l'industrie. Et très souvent, en fait, ces écoles sont en accord avec les entreprises pour mettre un stage en année diplômante. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans le jeu vidéo et que vous avez fait des études pour, vous devez trouver un stage en entreprise. Ces stages, très généralement, ils sont très longs, ils sont très difficiles à obtenir et souvent, en fait, c'est pas un stage à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, on vous fait travailler très souvent sans rémunération, donc on répond pas au rôle de stagiaire qui est celui d'être observateur, observatrice, en fait. Donc déjà, il y a cet enjeu-là. Ensuite de ça, du coup, comme on a trop de gens qui sont formés et qu'on a un accès à l'emploi qui est difficile, on a des postes en fait qui sont très souvent sous-rémunérés ou précaires de par cette tension à l'accès à l'emploi. C'est-à-dire que comme c'est difficile de trouver du boulot dans le JV, les gens acceptent un peu tout et n'importe quoi et on peut pas leur en vouloir parce que à la base, la promesse c'est quand même de travailler dans une industrie créative et on a envie de travailler dans le jeu vidéo parce que c'est notre passion. Et en fait, les patrons jouent de cette passion pour nous exploiter. Et un des gros problèmes de l'industrie, c'est qu'on est l'industrie créative qui produit le plus de richesses. Un chiffre qu'un camarade aime bien utiliser et qui est très efficace, c'est tu prends l'industrie créative du cinéma, donc Ouais. cinéma d'animation et cinéma, tu prends l'industrie créative de la musique et tu prends l'industrie créative du livre. Tu mets tous les chiffres ensemble. Tu Ouais. arrives un peu à situer l'argent, Bah et bah tu non, fais fou. ça me paraît Et bah tu énorme. fais, tu fais x2. Et là, Attends, t'as le. Oui, fois oui, deux c'est-à-dire de que tous les autres cumulés? Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu prends toutes les industries créatives, tu fais x2, et en fait, t'as les revenus en fait de l'industrie du jeu vidéo. Ah oui, c'est Et le fait vraiment est- énorme. Oui. Et en plus, le fait est qu'on est l'industrie créative avec le moins de travailleurs et travailleuses. C'est-à-dire que on génère le plus de richesses tout en étant l'industrie où il y a le moins de gens qui y travaillent. Vous Donc en fait, devriez on donc fait. tous être super riches, Oui, 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 en fait. si on part de ce principe-là, oui, en effet. Et justement, peut-être que c'est pour ça qu'on syndique aussi, c'est Mais parce oui, que c'est malheureusement, bizarre, pourquoi vous n'êtes pas super riches? bizarre, je sais pas, peut-être qu'on a une piste qu'on va pouvoir explorer. Peut-être qu'il y a une piste, peut-être qu'il y a un souci, il y a un problème dans la matrice, là. Et justement, en fait, les projets, du coup, sont de plus en plus financiarisés. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand vous vouliez faire un jeu, vous vous disiez, bon, venez, on fait un ver de terre et on lui met un pistolet laser, paf, ça fait Earthworm Jim. Aujourd'hui, on n'a plus du tout cette flexibilité-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a en amont des équipes marketing, des patrons et des financiers en fait qui vont vraiment vendre un jeu. Donc, par exemple, on peut se rappeler de fiascos très visibles Fallout 76. Donc, par exemple,
Par exemple, tout simplement le 10 time de graphics quand ils vendaient Fallout 76. Ou alors on peut penser à un autre jeu qui est un peu plus tragique mais qui s'en est sorti, c'était No Man's Sky, où en fait la promotion du jeu vidéo se coince dans cette espèce de besoin de survendre le jeu, de toujours présenter le produit le plus fou. Enfin, je pense que dans le public qui nous écoute aujourd'hui, il y a forcément des gens qui se sont fait déjà avoir par la hype, où en fait on vous présente un titre, et en fait quand on l'essaye le jour même, c'est une clim pas possible. Le problème, c'est que les premières personnes qui doivent encaisser cette clim, en fait, bah, c'est nous. C'est les gens qui travaillent dans l'industrie. C'est-à-dire que on subit cette survente, en fait. C'est-à-dire qu'au final, on voudrait travailler sur un jeu et développer un jeu. Et quand on arrive, la première chose qu'on doit faire, en fait, c'est on a vendu un katana parce que ça a fait 1 million de vues sur YouTube, donc il faut mettre un katana. Et tu dois développer un élément qui est pas forcément pertinent en tant que jeu, mais parce que comme ça a été vendu et ça en fait a généré de l'attraction, on doit le subir. Et c'est un vrai problème en fait, parce que du coup ça empêche d'avoir un processus créatif consistant et qui fait sens. Et du coup ça se répercute sur de la souffrance pour les équipes. Et comme en plus généralement on a promis une map gigantesque avec des graphismes de ouf, bah, les employés doivent faire des heures supplémentaires, tout en ayant la pression bien sûr que s'ils partent, il y aura quelqu'un pour les remplacer et prendre leur travail. Et donc ils peuvent pas se permettre de lutter contre ça. Du coup en fait c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est les conditions de travail en elles-mêmes. Mais après, dans tout ça, en fait, on a aussi en fait la problématique de l'extrême droite et du fascisme. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est des gens qui produisent du divertissement. C'est-à-dire qu'on fabrique des jeux avec des personnages. Tu peux sauter, taper, dialoguer et faire une introspection sur toi-même. Ça dépend des jeux et des mécaniques. Mais en fait, on a quelque chose où on subit des vraies vagues de harcèlement. C'est-à-dire que quand un jeu sort, si le jeu a un problème, si le jeu a quelque chose qui ne plaît pas, ou même si le jeu ne répond pas aux attentes commerciales, c'est pas les patrons qui sont accusés, c'est toujours les gens qui ont travaillé dans ces jeux. Et en fait, on le voit très bien de comment les jeux vidéo sont utilisés par l'extrême droite pour faire panique morale. Et en fait, quand on travaille dans les jeux vidéo, on s'expose aussi en fait à subir énormément de harcèlement. C'est les fameuses paniques morales parce que, oh mon Dieu, on peut choisir les pronoms. Exactement, voilà. Et en fait, ça, c'est toujours les gens qui ont travaillé sur le jeu. Il y a des chasses aux sorcières qui s'organisent. On retrouve les gens qui ont peut-être travaillé à la narration ou quoi. Et ces gens-là, en fait, se font massivement harceler. Je lis un peu le chat. Ouais. Accusation de wokisme. Ouais, bien sûr. Accusation de wokisme dès que tu veux mettre un truc, ne serait-ce qu'un tout petit peu progressif dans un jeu, etc. Et en fait, tout ça, on le subit. C'est extrêmement terrible, en fait, parce qu'on a des conditions de travail qui sont difficiles. Où en fait nous il y a aussi cette chose de en fait on veut être fier de ce qu'on fait, et la raison pour laquelle les industries créatives il y a énormément de demandes dans ces industries, c'est parce que on est en fait de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'on est énormément à réaliser l'aliénation au travail, c'est-à-dire qu'on sait que le travail c'est quelque chose qui nous fait souffrir, et qu'en fait partir dans les industries culturelles pour beaucoup de gens c'est quand même cet espoir de se dire au moins je serai fier de ce que j'ai fait. Et en fait, le jeu vidéo, de plus en plus, est dans des dérives qui font que même ça, on l'a pas. Et alors, du coup, il y a quelque chose de très dur, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, et c'est pour ça qu'on a des burn-out et du turnover, c'est qu'en fait, on a des gens dont c'est le rêve de se dire je serai fier de mon travail, je vais me sentir bien à la fin d'avoir fait quelque chose. Et puis en fait, on arrive. Et moi j'ai des gens qui me disent c'est trop dur de bosser pour moi en fait, et quand on discute un peu ils me disent bah là cette semaine je dois faire des FX pour des microtransactions. Et du coup, là, je dois faire des paillettes pour un DLC d'un truc qui va se vendre. Et je me pose des questions sur qu'est-ce que je suis en train de faire là, en fait. Ouais, tu te dis, t'es rentré dans cette industrie parce que tu voulais un travail qui te passionne et tout. Et au final, tu te retrouves à faire des FX. Oh, on a le début de la vidéo. Incroyable. Vous n'avez rien vu, vous voyez rien, c'est toujours la rue. Regardez pas à l'arrière-plan. Voilà, c'est bon, vous pouvez regarder l'arrière. Non. Les petites étoiles du gacha, mais oui. Les petites étoiles du gacha, ouais, tu te retrouves à devoir faire des FX pour des trucs de monétisation prédatrice. C'est ça. Mais en fait, c'est le problème aussi, c'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est que on veut quand même vivre de notre passion et on veut quand même en manger, et on est contraint d'accepter. Moi, j'ai déjà dû travailler pour des gens, par exemple, dans le Web 3.0, donc les NFT. J'en suis pas fier. En fait, moi, ça a toujours été un moment difficile. Et en fait, c'est un moment où je suis bien conscient que ce que je suis en train de faire, c'est un actif financier et pas un super jeu vidéo avec un platformer et un personnage mignon. Ou alors sinon, le personnage mignon, en fait, il s'arrête et il dit « Oh, achète mes bitcoins, trop bien !»
Et c'est des vrais moments de souffrance en fait pour nous, parce que je pense qu'il y a quand même cette volonté à la fin d'être fier du produit fini et de pouvoir dire voilà, j'ai travaillé sur ce jeu. Et il y a des gens qui ont des dizaines d'années de carrière et qui en fait peuvent compter le nombre de jeux dont ils sont fiers et dont ils ont eu une bonne expérience de travail sur les doigts d'une main en fait. Et c'est assez dur. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un turnover, c'est-à-dire des gens qui passaient un certain nombre d'années de carrière en fait partent. Parce que ça a un peu brisé leur rêve, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est typiquement ça. Et puis souvent, c'est aussi les conditions. Tu te retrouves dans un boulot, finalement, tu te retrouves quand même dans un boulot qui est aliénant, au final. Encore plus parce qu'il y a cette espèce de truc de déréalisation. C'est-à-dire que tu t'attendais à faire vraiment quelque chose de bien. Et en plus, on a, surtout dans les grosses entreprises, un espèce de lissage qui fait qu'au fond, on essaye de pas vraiment te faire croire ce que tu fais. C'est-à-dire que le jeu vidéo, comme le cinéma, comme la musique, quoi, c'est une industrie. Une industrie, ça veut dire qu'à un moment, il y a une chaîne de production et croyez-moi, les très grandes entreprises et même les petites entreprises automatisent ce processus pour faire en sorte que vous n'ayez pas à donner votre expertise. C'est-à-dire que au final, la tâche, elle est déjà faite. Voilà, peut-être tu as un peu des goûts personnels et une technique plastique. Peut-être que tu dessines des traits mieux que certains. Peut-être que tu arrives à trouver en 9 lignes de code ce qui pourrait être fait en 11 par la plupart des gens. Mais au final... si tu penses que ce qu'on est en train de faire là c'est pas pertinent et que peut-être il y aurait une meilleure manière de le faire, il n'y a aucun moyen de faire remonter ça à ta hiérarchie et qu'on te traite pas d'insubordonné en fait. Oui, parce qu'au final, si t'es dans une grosse boîte, t'es qu'un tout petit maillon de la chaîne au final. Et du coup, le nom-ligne de traduction dit tout, on est là pour produire à la chaîne, point. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, il y a un espèce de truc où il y a énormément de gens dans les industries créatives qui en fait refusent d'admettre qu'on est simplement des ouvriers sur une ligne de production et qu'on fabrique et qu'au lieu de visser un certain écrou, moi j'ajoute des FX, moi j'anime le personnage, toi tu fais le rig, voilà, toi tu fais les expressions faciales et en fait à la fin de la journée... t'as fait peut-être la même tâche pendant 3 mois en boucle. Bon alors évidemment à un moment t'as fait les expressions faciales d'un troll et après t'as fait celle d'un gobelin. Mais au fond ce que tu as fait était tellement précis que ton impact personnel, tu vois, c'est pas compliqué. Même dans une petite boîte, voire vachement plus une petite boîte, l'emprise des patrons sur chaque individu est infernale. Oui mais alors ça j'ai envie de te dire... Ça, c'est aussi la problématique du patron en général. Mais ça, on en reviendra quand on parlera des syndicats pour un peu expliquer qu'est-ce que c'est un syndicat aussi. Bah ouais, justement, je voulais te poser la question, parce que du coup, t'as dit que tu t'es syndiqué. Et puis, on est là parce que t'es dans un syndicat, mais du coup, c'est quoi un syndicat exactement? Alors, pour revenir un peu, en fait, avant la Révolution française et la Première République, on va faire les gros nerds et mettre nos lunettes. On avait ce qu'on appelle, oui c'est ça. On avait des corporations et des guildes. Et les corporations et les guildes, c'était des regroupements de métiers. Et c'était fait pour établir, des méthodologies de travail et aussi fixer des prix. Et en fait, à la Révolution, il y a la loi Le Chapelier en 1791 à la Première République qui interdit les groupements, merci pour les lunettes et les doigts, qui interdit les groupements professionnels en fait. Et en fait, cette loi Le Chapelier, elle va servir à faire les premières répressions syndicales. Donc les syndicats en fait à la base, c'est des organisations prolétaires. Prolétaire en fait ça définit les gens en fait qui vivent de leur force de travail. Donc c'est-à-dire c'est des gens qui en fait pour pouvoir vivre et donc s'assurer en fait de manger, dormir, avoir un logement et remplir leurs besoins, en fait on doit vendre notre force de travail, c'est-à-dire qu'on met en avant notre corps ou nos compétences, mais qu'en fait l'argent qu'on génère en fait n'est déterminé que des tâches que nous-mêmes on accomplit. On vient mettre ça en opposition avec la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est les gens qui vivent, aujourd'hui on pourrait dire par exemple de leur actif financier, mais aussi de la rente. En fait là où nous, on est obligé de mettre nos corps en action pour obtenir de l'argent, les bourgeois en fait eux ont juste en fait à utiliser leurs acquis qui généralement en fait descendent parfois des familles ou alors en fait viennent d'une réussite ou de l'exploitation des autres pour en fait subvenir à leurs besoins. Oui, c'est souvent l'exploitation des autres d'ailleurs. Voilà. Ou leur exploitation des autres par eux-mêmes ou par leur famille au final, parce que si leurs parents ils ont du capital, c'est que finalement ils ont capitalisé sur le travail d'autres personnes. En fait c'est exactement ça, et du coup en fait les syndicats à la base c'est fait pour éduquer les ouvriers qui sont en fait des gens précaires, c'est-à-dire qu'on remet en contexte en fait en 1800, la majorité des gens ne savent pas lire, la majorité des gens ne connaissent pas en fait des principes d'économie de base, et les syndicats c'est aussi des structures en fait d'éducation populaire qui se créent dans les entreprises
pour apprendre à lire et pour en fait apprendre les principes d'économie, pour expliquer en fait à ses collègues, bon là en fait tu vois tu es payé tant par jour, mais en fait ce que tu génères rapporte tant, donc sur ton travail le patron prend tant, et donc peut-être on devrait prendre des fourches et des torches et aller brûler l'entreprise. Mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais en fait il faut réaliser que l'abrogation et en fait l'autorisation des syndicats, elle arrive en 1884, donc jusque là en fait c'est l'armée qui est envoyée en fait pour répresser les organisations syndicales. Et pour expliquer concrètement à quoi ça sert un syndicat, en fait, si aujourd'hui en France on travaille 35 heures par semaine et qu'on a 5 semaines de congés payés, c'est les syndicats. En fait, à la victoire du Front populaire en 32, donc, et on peut poser en fait la raison de pourquoi Macron n'a absolument pas voulu qu'on ait quelqu'un du nouveau Front populaire au gouvernement, c'est-à-dire qu'en 32 le Front populaire gagne en France, et en fait les syndicats, voyant qu'ils ont réussi en fait à élire une majorité à gauche, déclarent une grève générale illimitée dans le but de s'assurer que la gauche vote bien toutes les avancées sociales qu'elle a promises sur son programme. Et donc se met en marche une grève extrêmement intense qui va bloquer tout le pays. Et cette grève en fait est réussie parce que tous les acteurs syndicaux en fait s'engagent dépendant leur branche et leur profession. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on obtient tous ces acquis sociaux en fait des 35 heures par semaine et des 5 semaines de congés par an. Grosso modo, en tant que travailleurs et travailleuses, pour obtenir des avancées sociales et surtout une meilleure qualité de travail, le syndicat, ça reste historiquement le meilleur outil qu'on possède, en fait. Parce que du coup, c'est le syndicat qui va permettre aux travailleurs de s'organiser pour acquérir le droit d'avoir un travail juste, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment en fait d'améliorer les conditions, en fait. C'est de se battre pour ça et en fait de s'entre-protéger. Il y a une vraie notion en fait de faire corps avec notre classe sociale, c'est-à-dire en fait de se soutenir entre nous et de faire solidarité. Et en fait, on le voit beaucoup surtout aujourd'hui, comment la question de la compétitivité, même au sein d'une entreprise, c'est des choses qui sont extrêmement mises en place. Comment certains employés sont favorisés par rapport à d'autres, et comment il y a aussi toute cette mise en place du manager qui vient contrôler chacun séparément. En fait, on est de plus en plus isolés. C'est-à-dire que c'est aussi des mécaniques qui fonctionnent en fait pour nous séparer. C'est-à-dire que quand en fait on compare, on n'a pas du tout les mêmes intérêts que les gens qui nous dirigent. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est juste faire notre travail, être content de notre travail, être bien payé et avoir du temps libre pour pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin, la majorité des gens n'ont pas forcément passion de leur travail, et ça, c'est tout à fait légitime, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. Et en fait là-dessus les syndicats en fait sont une des seules réponses efficaces, parce que les syndicats viennent dans les entreprises, permettent par exemple l'organisation de CSE, donc les comités socio-économiques, donc ce qu'on appelait avant les délégués du personnel en fait. Et tout ça en fait permet de structurer, et l'avantage des syndicats c'est vraiment d'être des structures aussi d'éducation, c'est-à-dire que à l'époque, on apprenait à lire le manifeste le Capital de Marx et le manifeste du Parti communiste. Aujourd'hui, on apprend beaucoup à lire le Code du travail, en fait, parce que le Code du travail est très régulièrement bafoué. Et on apprend toujours à lire. On apprend toujours à lire le Capital. Mais oui, quand même. Ok, on peut parler du STJV du coup, je pense. Bah ouais, on peut parler du STJV du coup. Pourquoi est-ce que le STJV il a été créé ? Alors pourquoi le STJV ? Il y a plusieurs raisons. Le STJV, c'est ce qu'on appelle un syndicat de branche. Donc en fait, on a deux types de syndicats, les syndicats de branche, les syndicats d'entreprise. Un syndicat d'entreprise, c'est par exemple, je sais pas, Leclerc. Vous êtes dans un Leclerc, vous faites un syndicat CGT Leclerc, donc tous les gens de tous les Leclerc de France peuvent rejoindre le syndicat Leclerc, même si dans ce Leclerc, les gens ne font pas tous les mêmes tâches, vous êtes là dans cette entreprise pour faire pression sur l'entreprise. Ce qui par exemple pour un gros distributeur fait sens. Mais dans le jeu vidéo, ce qui était intéressant en fait, c'était de venir créer un syndicat de branche et de dire on va créer un syndicat qui traite le jeu vidéo de manière large. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît avec le STJV, c'est-à-dire que en fait, le STJV n'englobe pas que les travailleuses donc dans l'industrie qui travaillent dans des grosses boîtes. Donc déjà, peu importe la taille de la structure. Donc c'est-à-dire que moi par exemple qui suis freelance, je peux rejoindre ce syndicat, alors que généralement les statuts d'indépendant ou de profession libérale dans les syndicats souvent ne sont pas reçus. Donc déjà pour moi c'était une qualité assez incroyable. Le syndicat reçoit aussi les étudiants.
Et le syndicat aussi reçoit tous les gens dans le jeu vidéo de manière large. Donc c'est-à-dire les gens qui font de l'e-sport par exemple peuvent rentrer au STJV. Donc pas que les gens qui créent les jeux vidéo en fin de compte. Les gens qui font du stream aussi. Bon alors pour l'instant je crois qu'on en a pas. Oui parce qu'en fait quand tu streams des jeux vidéo, tu fais partie de la fin de la chaîne du jeu vidéo, mais tu participes à l'écosystème du jeu vidéo. La seule condition du STJV c'est qu'en fait tu n'exploites pas d'autres personnes. C'est-à-dire en fait si par exemple t'as des stagiaires, si t'es patron, ou si par exemple, imaginons tu es streamer, streameuse, et tu as 4 monteurs que tu emploies de manière assez louche, et que tu as une chaîne à 1000 personnes et que tous tes monteurs sont bénévoles, ils ne tirent aucun revenu. Ça par exemple, ça serait des conditions éliminatoires. On a des streamers. Oh waouh, je savais pas du tout ça. Mais du coup, par exemple, juste si t'es streamer et que tu es plus ou moins chef de ton entreprise, par exemple, et que t'as genre des monteurs, mais que tu rémunères, mais d'une certaine manière t'es leur patron, donc tu les exploites quand même. Mais donc c'est non en fait. Tu vois, là, c'est en fait à partir du moment, en fait le problème c'est que même si éventuellement il y en aurait des bons, en fait à partir du moment où les gens en fait sont dans l'exploitation d'autres personnes, les intérêts sont pas les mêmes que ceux qui travaillent juste pour eux-mêmes. Tu vois. Ouais, j'imagine à partir du moment où t'emploies des personnes, c'est à tes employés d'aller dans le syndicat en fait. Oui, c'est exactement ça. Si tu es freelance solo qui n'emploie personne, c'est ok. Oui, c'est ça la condition. On a aussi des gens qui par exemple en fait ont leur entreprise mais sont au statut de scope. Donc par exemple des sociétés où en fait chaque personne en fait qui travaille dans la société en fait possède une part de la société, et dans ce cas-là en fait ils peuvent en fait faire partie du syndicat parce que ils sont pas en situation de domination en fait sur leurs autres collègues. Ah oui, parce que dans une scope il y a pas de hiérarchie de haut en bas parce que c'est une coopérative. On va revenir au STJV en tant que tel, mais je pense que c'était intéressant de préciser à quel point le syndicat est large dans les profils qu'il englobe. En fait, en fait, dans le jeu vidéo en 2017, il y a pas de, ça n'empêche pas d'avoir une scope toute pourrie. Bon, je pense qu'on a des histoires peut-être à raconter, peut-être pas aujourd'hui, mais. Gigatoon, il dit il y a des syndicats de patrons, mais je crois que j'avais vu qu'il y avait un autre syndicat dans le monde du jeu vidéo. C'est celui où il y a les patrons justement. Le SNJV, oui, l'incroyable SNJV qui a fait une déclaration justement par rapport à la grève générale, oui. Mais en fait, en 2017, il n'y a pas de syndicat dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'à l'époque, le seul moyen éventuellement de se syndiquer dans le jeu vidéo, c'était de faire partie de Solidaire Informatique. Donc ça veut dire en fait être représenté par un syndicat qui défendait les métiers dans l'informatique en général, donc pas du tout représentatif des conditions de nous dans le jeu vidéo. Depuis, il y a Solidaire Informatique avec la branche jeux vidéo qui s'est créée, mais c'était après le STJV. Et en fait, c'est un syndicat qui n'est pas, en fait, qui ne dépend pas d'une structure préexistante. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une branche de la CGT ou quoi, parce que l'idée en fait du STJV, c'était de faire un syndicat neuf, radical, pour rappeler en fait les origines anarcho-syndicalistes bien à la française qu'on a. Ouais. Et donc, du coup, en fait, le but, c'était à la base de soutenir les grèves locales, de se coordonner avec les autres structures, de faire des échanges avec les pouvoirs publics, mais c'était aussi en fait de faire de l'éducation populaire en fait et de donner aux gens en fait les moyens de se défendre. Du coup, il y a eu cette volonté de ne pas se reposer sur une structure existante pour pouvoir faire le syndicat à la façon que vous le souhaitiez. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un syndicat qui est anarchiste, donc c'est-à-dire que en fait, tout le monde peut participer. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'incroyablement séduisant. Parce qu'en fait, moi, j'ai connu le STJV par ses actions avec la presse qui suivent ses actions en justice. C'est-à-dire que le STJV a une méthode très efficace qui fonctionne assez bien pour les petites entreprises, là où les CSE n'ont pas spécialement de pouvoir. C'est-à-dire que en fait, le syndicat, quand il y a une histoire en interne, parce qu'en fait on a un formulaire avec lequel vous pouvez nous contacter si vous vivez des problèmes au sein de votre entreprise, où vous pouvez nous expliquer, et en fait on va essayer de vous mettre en relation. Et le STJV en fait travaille avec des avocats pour défendre les gens et faire valoir leurs droits. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait on garde le secret au niveau de ces affaires-là, on ne dit rien. Et en fait, quand l'affaire va en justice, généralement la presse est contactée et là il y a un article qui sort. Et en fait, c'est extrêmement efficace parce que déjà on promet l'anonymisation et surtout la sécurité des travailleurs et travailleuses quand ils sont dans une situation de crise où l'enjeu, ça peut être de tout perdre d'un coup et de se retrouver dans une situation où en fait il y a eu un article de presse qui est sorti alors qu'on va peut-être tomber sur un jugement où il y aura un non-lieu parce que le dossier est pas assez bon et assez prêt, et on aura précipité l'affaire et on aura fait une annonce sur les réseaux sociaux qui est catastrophique. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et du coup, en fait, l'avantage que ça a, c'est que tout tombe d'un coup pour l'employeur qui en fait a mis en danger des gens.
et qui les a mis dans des situations de crise. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très fort. Moi, c'est typiquement la raison pour laquelle je me suis syndiqué. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais ces articles apparaître de temps en temps et je me disais, oh waouh, le STJV, ils ont l'air de vraiment lutter. Et à chaque fois, je ne comprends pas d'où ça vient. Et du coup, en fait, je me suis syndiqué. Et le syndicat, en fait, a un fonctionnement anarchiste. Donc, ça veut dire que tout le monde est bénévole. Ouais. Et donc, en fait, que tu t'investis comme tu peux. Et du coup, en fait, tu peux plus ou moins en fait participer dès que tu arrives. Et moi, une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est râler comme absolument tout le monde à gauche, j'ai envie de dire. Et parce que le formulaire était pas clair pour les freelances, et en fait on m'a dit modifie-le. Et alors moi j'étais comme ça à dire mais en fait je peux pas, et en fait il y a des gens qui m'ont guidé dans le processus. Moi après j'ai découvert les problématiques syndicales de comme tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde dit quelque chose et du coup ce que tu pensais prendre 5 minutes prend une semaine. Mais en fait quand on s'y fait on se rend compte que déjà tout le monde est entendu, tout le monde a droit à la parole et surtout en fait tout le monde peut ajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui fait que le syndicat et en fait le STJV dans sa structure en fait est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a cette chose où en fait c'est aussi l'accumulat en fait de ces gens qui décident tous de participer, dont certains bien sûr s'investissent bien plus que d'autres, mais ça c'est toutes les structures bénévoles. C'est normal. Il y a toujours des gens qui décident de porter le plus gros du fardeau, et c'est pour ça aussi que c'est important en fait de rejoindre des syndicats et de participer ne serait-ce qu'un minimum. C'est parce qu'en fait déjà les gens qui y sont depuis des années en fait se sentent valorisés parce qu'ils se rendent compte que ça bouge, et en plus on peut aussi essayer de les décharger. Ce qui fait qu'au final, tout le monde subit une charge qui est moindre. Et ça, c'est très important dans la solidarité. Et du coup, tu as parlé des trucs que font le STJV. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les actions qui sont faites par le syndicat ? Alors, dans les actions qui sont faites par le syndicat au niveau des grosses entreprises, on a la création de CSE et de sections syndicales. C'est-à-dire qu'en fait, le CSE, c'est pour les négociations habituelles obligatoires, c'est les salariés qui sont protégés. Donc ça veut dire que quand vous rejoignez un CSE, en fait, vous êtes protégé. Donc votre employeur ne peut pas vous licencier comme ça. Donc en fait déjà il y a un pouvoir assez agréable qui est que vous pouvez aller à une table et dire à votre employeur ouais vous vous rappelez ce moment où vous avez décidé de faire telle annonce commerciale et vous nous avez imposé de faire ça, c'était nul. Et en fait votre employeur ne peut rien faire. Et déjà juste ça en fait je pense que c'est aussi très important, c'est que en fait le syndicat permet en fait aux employés en fait de récupérer de l'influence sur leur lieu de travail et en fait de pouvoir s'exprimer. À côté de ça en fait les sections syndicales ont aussi ce pouvoir de pouvoir informer. Aujourd'hui on en a une vingtaine qui sont publiques si je me trompe pas en France. Donc on en a dans les très grosses entreprises, c'est-à-dire que Quantic Dream, Ubisoft, Dontnod Entertainment par exemple. Et en fait, ces CSE vont aussi servir en cas de PSE. Donc, bien sûr, les fantastiques plans de sauvegarde de l'emploi. Donc là, par exemple, on en a un à Dontnod Entertainment. Donc, si vous visualisez pas Dontnod, c'est les gens qui ont fait Life is Strange. Où là, en fait, suite à différentes situations et je crois des échecs commerciaux aussi, en fait, la boîte va licencier massivement. Et en fait, le syndicat a un rôle incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, il peut s'assurer des conditions du PSE, il peut négocier le PSE, et surtout, en fait, il peut faire pression sur la direction pour faire arrêter le PSE et lutter contre. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises subissent un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, ou comme l'a appelé Colisan, un plan de sauvegarde de l'entrepreneuriat, parce que là aussi, c'est-à-dire qu'en fait on est face à une responsabilité patronale, c'est les patrons ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, mais c'est quand il licencie plein de gens ? Ouais, en fait à la base c'était un plan de licenciement et ça a été renommé pour mieux passer la pilule. Mais c'est de la du coup, le nom, il est inverse par rapport à ce que c'est en vrai. Comment tu sauvegardes l'emploi environ des gens ? Tu comprends, en fait, si on vire 33% de la boîte, on peut laisser les 66% restantes bosser. Ah, donc, au final... d'accord, parce que ça évite que la boîte entière coule et que tout le monde coule. Pas vraiment, mais généralement, c'est un peu... C'est comme ça que c'est vendu, non ? Ouais, c'est un peu des champs du cygne en général, c'est très petit. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que l'entreprise engage un PSE, et là, en fait, il y a un roulement de tambour et une panique en fait salariale, et en fait, les gens commencent à structurer à ce moment-là. Okay. Et là où le STJV en fait est
est très fort, c'est que le STJV vient dire non, on va pas subir ça, et nous on va structurer en amont les entreprises et on va encourager massivement nos adhérents à créer à s'inscrire au CSE et à créer des sections syndicales. Et en fait, il y a ce besoin-là en fait de structurer les salariés dans les entreprises et de les informer en fait sur leurs droits. Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, c'est le Far West en fait, c'est-à-dire que les patrons du jeu vidéo en fait ne respectent absolument pas le code du travail. Bon, on le sait déjà hein, sur les heures sup non rémunérées. Sur les fameuses heures sup, ouais, ça on sait. Voilà, le crunch ou quoi, il y a aussi tout le rôle des groupes de travail du STJV en fait et du fonctionnement du STJV qui en fait permettent de faire différentes actions, c'est-à-dire qu'en fait on forme les membres du STJV, aussi en fait on fait différentes choses, c'est-à-dire que le syndicat en fait produit tout ce qui est communication, tout ça, et en fait il y a énormément d'efficacité. Il y a aussi de la présence aux événements de plus en plus, de placer sur les plateaux pour parler des conditions du jeu vidéo, d'interpeller en fait les élus, donc nos députés par exemple, pour refaire remonter nos problèmes. Donc en fait le CGE fait énormément d'actions. On est aussi à Game Workers United, donc qui est l'union, alors je sais plus si c'est international, j'ai un trou, mais enfin bref, on est un peu sur tous les terrains, enfin on fait même du VTubing apparemment. Mais apparemment. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça c'est question non préparée, du coup je sais pas si tu auras l'info. Vous êtes combien à peu près? Alors ça je peux le dire, on est 5 d'après la police, et d'après le Figaro on est plus de 1000. Le Figaro dit que vous êtes plus de 1000 parce qu'ils veulent dire que vous êtes une menace, c'est ça? Ouais, je pense qu'on est. Mais en fait, c'est assez intéressant qu'on parle de ce chiffre parce qu'en fait, pour te situer, en France, les salariés du jeu vidéo, c'est entre 10 000 et 12 000 personnes. Donc en fait, ça veut dire qu'on est plus ou moins 10% de salariés qui sont STJV. Et en fait, c'est extrêmement puissant parce qu'en moyenne, dans le privé, parce que les jeux vidéo c'est que des entreprises privées, bon il y a peut-être une ou deux structures qui sont publiques, mais enfin il y a des financements d'argent public, mais je doute que ça soit que ça. Les salariés du privé en moyenne c'est 7,8% de syndiqués. Là où le STJV en fait on est 1000 et on existe depuis 2017. On est face quand même à une croissance qui est assez importante, mais qui vient aussi du fait que en fait je pense qu'il y a un énorme besoin en fait. Ah oui, en effet, ouais. Du coup, vous êtes plus syndiqués, les travailleurs du jeu vidéo sont plus syndiqués que d'autres branches en fait. Ouais, c'est ça en fait, on a réussi, et c'est là où en fait justement c'est la preuve que l'anarcho-syndicalisme, donc en fait le fait de s'organiser de manière anarchiste en fait fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait on a réussi à massifier. Je sais pas si tu vois ce mème incroyable de la grenouille, il faut massifier Thierry. Si t'as pas la ref, c'est dommage, je te l'enverrai après, c'est incroyable. Non, j'ai pas. C'est une petite grenouille avec un couteau, elle est super. Et du coup, dans les trucs que le STJV fait, il y a eu une grève la semaine dernière. Ouais. Il y a eu la GG25. La GG25. Trop bien. Et moi, je peux en parler parce que j'ai organisé le rassemblement d'Angoulême, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui ai dû parler avec les renseignements territoriaux. Donc, c'est la branche de la police qui fait de la reconnaissance, du fichage de militants et qui s'assure de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites, qui m'a appelé parce que j'ai déclaré le rassemblement à la préf. Ils ont eu peur. Alors ils ont pas eu trop peur, en vrai ils étaient gentils, ils m'ont même dit que j'ai bien fait ma déclaration. Donc c'est eux les RG, ouais en fait c'est plus les RG, c'est plus les renseignements généraux, maintenant c'est les renseignements territoriaux en fait. C'est c'est le rebranding, mais ils ont toujours les mêmes pantalons slim horribles, hein, donc on les reconnaît assez. Force à eux. Ouais, c'est dur. franchement, c'est dur. Mais du coup, ouais, en fait, la GG25, elle vient là pour, en fait, elle cristallise 4 énormes revendications. Donc la transparence des finances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise de jeux vidéo qui encadre que ça soit 10 personnes ou 200, 300 salariés, ou même comme Ubisoft, plusieurs milliers de personnes en fait, vous avez aucune idée des comptes. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez pas savoir quand un jeu a fait de l'argent en fait, à quel point l'entreprise a fait de bénéfices. Donc déjà il y a ces problématiques là en fait que en fait, par exemple, il n'y a pas de bonus. C'est-à-dire que demain, avec votre équipe, vous vous chauffez de ouf et vous pondez un jeu génial, en fait, vous n'allez pas avoir de prime. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que salarié, on ne tire aucun bénéfice à faire un bon jeu d'un mauvais.
Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est qu'en fait, en tant que salarié, on a le droit, en fait, de quand une entreprise génère des gains sur un jeu vidéo et on sait à quel point le jeu vidéo c'est parfois de l'argent facile, en fait, on devrait pouvoir en toucher une partie. Et aussi, quand une entreprise en fait est dans une situation difficile, on devrait pouvoir le voir pour pouvoir dire aux entreprises que non, peut-être il ne va pas falloir vendre un open world avec 300 heures de jeu, des voitures et des avions qui sont conduisables. C'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'on va faire que 2 ans. Mais oui, du coup, si vous avez aucune idée de combien gagne l'entreprise, vous pouvez pas savoir si vous êtes rémunéré de manière juste en fait. Non plus en fait. Et en fait, ça va avec la deuxième demande, en fait, que les travailleurs et travailleuses en fait aient un impact sur le jeu vidéo et un mot à dire sur le développement du jeu vidéo en lui-même. C'est-à-dire que on ne sait pas en fait. On ne sait pas comment l'entreprise se comporte financièrement, mais en fait, on n'a aucun mot à dire. C'est-à-dire qu'en fait, si le management et la direction a décidé qu'on partait dans une direction, alors qu'on a des gens qui ont 10 ans d'expérience et de métier, ces gens-là, en fait, peuvent pas venir dire non, en fait, honnêtement, cette mécanique, elle est rincée, personne ne comprend, ton système de QTE, David, ça n'a aucun sens, et pourquoi là, en fait, il faut ramasser la balle, il faut appuyer sur RT plus A, ça ne marche pas. Personne ne ressent la tension, en fait. C'est pas efficace. Et il y a un vrai truc où aujourd'hui, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire et qu'on n'a pas, en fait. Et c'est extrêmement important. Une autre chose, c'était l'arrêt des licenciements. Donc c'était en fait le fait de demander l'arrêt des PSE en France. Donc d'arrêter en fait de licencier massivement des gens et en fait de demander au patron d'être responsable. C'est-à-dire que un des très rares exemples qu'on avait vu, c'était je crois à la sortie de la Wii U, c'était Nintendo où en fait les hauts responsables en fait avaient baissé leur salaire à cause de l'échec de la console. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. C'était en fait grosso modo c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas vivre dans une industrie où en fait c'est toujours à la responsabilité des salariés, c'est toujours à la responsabilité des travailleurs et des travailleuses. C'est pas possible en fait, ça ne fonctionne en pas. gros, si ça marche bien, c'est les dirigeants qui se remplissent les poches, mais si ça marche pas, c'est les salariés qu'on vire. Ouais, voilà. C'est assez... super. Et puis la dernière, c'est la prise en compte de la santé du travail et la réorganisation du travail et surtout en fait la réduction de son temps. C'est-à-dire que, on va plus loin que demander juste SVP respecter les 35 heures, c'est demander le 4/5e. Parce qu'en fait, factuellement, dans toutes les études où le 4/5e a été fait, il est efficace et fonctionnel en fait. Le 4/5e, c'est la semaine de 4 jours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Le 4/5e, c'est ça. Et donc, on parle d'un vrai 4/5e. Donc, oui, la semaine de 4 jours et pas la semaine en 4 jours. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire 28 heures. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est prouvé où en fait, on vit des métiers qui sont extrêmement stressants, où en fait, souvent, on doit répondre à des problématiques très difficiles. Enfin, le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu surqualifié, c'est-à-dire que tout le monde a plus ou moins bac+5. Donc, il y a quand même un truc où en fait, on est des gens hautement qualifiés. Souvent, on a dû se former pendant de très longues années dans nos métiers. On nous demande même, une fois qu'on arrive à un poste, d'encore plus se spécialiser. Il y a quelque chose où en fait, on fait des métiers qui sont extrêmement difficiles. Et en fait, et comme tous les métiers en fait, de manière générale, travailler 5 jours, c'est aussi en fait ne pas avoir du temps à consacrer à sa famille, à ses amis, et même en fait au temps libre en dehors du travail qui est nécessaire en fait. Ouais, en plus, non seulement vous avez des bac+5, mais en plus vous arrivez avec de l'expérience déjà, puisque la plupart des gens qui arrivent dans le jeu vidéo, ils ont déjà travaillé sur des projets en fait, puisque au cours de vos études, vous avez plein de projets à faire, etc., etc. Et puis c'est l'ironie aussi de trouver du travail. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, si tu veux commencer à travailler dans le jeu vidéo, il faut déjà avoir sorti un jeu vidéo qui s'est vendu plus ou moins. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, tu travailles plusieurs années dans une entreprise, l'entreprise, due à une mauvaise gestion patronale, cool. Comme le jeu n'est pas sorti, tu n'as absolument rien sur ton book ou absolument rien à présenter. Certes, tu as travaillé plusieurs années sur un jeu, et du coup, en fait, au niveau des entreprises, t'es même pas un profil qui est attractif, en fait. Toutes les offres d'emploi, des prérequis, c'est sortir un AAA. Oui, c'est ça, en fait. Et a priori, Nintendo a fait ça parce que le droit du travail au Japon pousse à ça. D'accord, c'est parce que le droit... Putain, il y a quand même des choses bien dans le droit du travail japonais, en fait. J'aurais pas cru. Ils ont le présentéisme, mais ils ont quand même la responsabilité. Il y a plein de trucs de merde, mais il y a la responsabilité des dirigeants. En vrai, ça, c'est un peu stylé comme truc du droit du travail. Bon, j'échangerai pas, hein. J'échangerai pas avec eux. Je garde les 35 heures. Je garde les 35 heures et les 5 semaines de vacances. Voilà. Mais
ça, c'est quand même stylé. Et du coup, la grève générale, en fait, elle arrive dans un moment, dans un moment en fait de tension justement où en fait on a de plus en plus de PSE parce que en gros pour remettre le contexte, en fait au Covid, pendant la Covid, on a eu une, j'ai dit la Covid pour vérifier si ça allait démarrer le chat, on va voir. Mais est-ce que les gens vont sortir les fourches là? on va voir peut-être. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même préoccupés par la santé et qui sont responsables. Mais, les offres d'emploi qui précisent à travailler sur un jeu qui est sorti. Ah ouais. C'est une dinguerie, hein. Et en plus, quand on sait que la plupart des jeux ne se shippent pas, mais en fait, il y a un vrai truc où on est dans un moment de tension, où en plus, en fait, on n'a pas eu de mouvement de grève massif en fait suite au fiasco qui a été en fait la victoire du NFP qui n'a pas été respectée par Macron. Oui, justement... ça me choque qu'il n'y ait pas eu de mouvement de grève suite à tout ce qui s'est passé là depuis un peu moins d'un an, enfin depuis la dissolution en gros. Mais moi je pense qu'il y a eu pas de mouvement de grève depuis. Il y a eu des journées quand même, mais il n'y a pas eu de gros trucs quoi. Non, moi je pense qu'il y a un vrai truc où quand même les gens sont extrêmement usés des retraites en fait. Il y a un truc où, enfin, moi je le vois, hein, on a fait les retraites. Moi j'ai fait toutes les semaines des retraites. On a été un peu broyé. Lucie Castet, c'était un peu le barreau d'honneur. En tout cas, l'élection du NFP, c'était un peu le barreau d'honneur qu'on espérait avoir. On a eu une victoire très brève. Mais on peut aussi poser la question de est-ce que Macron, en fait, a fait en sorte d'absolument pas mettre le NFP justement pour éviter un mouvement de grève massif qui rappellerait le Front Populaire, donc en 32 en fait. Et c'est ça aussi. Et la grève a un coût, il faut pouvoir se le permettre. Alors ça, on va en parler. On va parler du bundle, t'inquiète. On va pas se gêner pour parler du bundle. Mais du coup, ouais, du coup, la grève en fait arrive là. Et là où en fait le syndic a fait un tour de force, c'est qu'on a fait 2000 grévistes pour plus de 1000 personnes sur les rassemblements. Sur les rassemblements, on peut éventuellement supposer qu'il y a une infime part qui sont des soutiens. Donc des proches de gens ou même des gens intéressés par le jeu vidéo, mais principalement des grévistes. Donc ça veut dire qu'on aurait réussi à mettre en grève 10% de l'industrie française, enfin 20% de l'industrie française du coup, parce que 2000 personnes sur 10 000, oui, c'est 20% de l'industrie française, plus ou moins, et qu'on a eu 1000 personnes à des rassemblements. Donc en fait, à l'échelle du jeu vidéo, c'est une grève qui est absolument massive et qui a été extrêmement efficace. Pour avoir organisé le rassemblement sur Angoulême et pour avoir déjà organisé des rassemblements et fait des manifs au niveau local de manière, on va dire... associative, donc en passant par des associations, un syndicat c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, comme on a déjà la documentation syndicale, c'est-à-dire que même fournir aux autorités des renseignements, bah en fait on prend les documents déjà créés par le syndic, on fait copier-coller, allez bon courage la police, débrouillez-vous avec ça, vous n'aurez que 3 PNG. On est beaucoup moins dans une justification personnelle où on pourrait glisser sur des informations qui mettraient en danger des gens parce que la structure en fait nous permet de nous couvrir par ça. Il y a aussi cette espèce de force où en fait comme la communication syndicale est anarchiste, elle est accessible à tout le monde et elle est faite pour servir tout le monde, c'est-à-dire que chaque ville ne fait pas sa petite communication dans son coin. Tout le monde a les mêmes outils de communication et tout le monde les utilise et grosso modo la manière dont ça se matérialise c'est il y a des outils de communication et il suffit de les modifier pour mettre les détails de vos villes et tout est plus ou moins déjà fait ou alors sinon vous participez à en créer avec les autres camarades. Et moi ça a été génial parce qu'en fait j'ai pu monter un rassemblement en 45 minutes. Donc c'est-à-dire que je sortais de la manif. Ouais, mais vraiment, genre, c'est une dinguerie. En fait, je sortais d'une manifestation très importante à Angoulême, qui est la manifestation du FIBD. Donc, c'est pendant le festival de la BD, un carnaval. Moi, c'est 2 mois de préparation en amont, un taf de ouf, j'y passe des week-ends. Et en fait, je sors de ça et je me rends compte qu'à Angoulême, on s'est pas encore occupé de préparer la grève. Et en fait, je me dis, ça a l'air, je vais voir à quel point c'est compliqué. Et en fait, c'est tellement simple que dans l'après-midi, tout était prêt et on envoyait à la préf, quoi. Et c'est là aussi où en fait, la structure syndicale et l'appareil syndical, pour moi, il rayonne et en fait, il est assez incroyable. C'est que, en fait, on a toute cette machine qui peut être compliquée d'accès au début, laborieuse à prendre en main, mais qui, une fois en fait qu'on en comprend les aboutissants, est extrêmement puissante. Parce que nous, on s'est retrouvés à Angoulême, on a fait 70 personnes totales, 50 personnes à pic, alors qu'on a fait que 3 heures de rassemblement et qu'on n'a pas fait de tractage. Donc ça veut dire qu'en fait, on utilisait juste la communication générale du STJV et du bouche à oreille. Sauf que comme j'ai dit, moi j'ai déposé l'annonce de rassemblement, je me suis occupé du rassemblement de manière très tardive. Donc ça veut dire qu'en fait on avait
très peu communiqué sur ça en amont et qu'on a fait 70 personnes totales sur une ville comme Angoulême où en moyenne un rassemblement de l'intersyndical classique c'est 50 personnes un samedi où ça se passe bien. Donc là en fait il y a un truc où même à l'échelle locale pour moi j'étais en mode en fait l'année prochaine si on tracte et qu'on se prépare un peu on peut faire un piquet qui commence fin de matinée et dure toute la journée et en fait on a plus de 100 personnes qui passent sur une journée et en fait moi j'ai des amis qui sont militants locaux et qui en fait qui sont dans des postures qui sont pas celles d'un syndicat et qui même eux en fait étaient impressionnés par le STJV et ça c'est pour moi c'est quelque chose de vachement fort, c'est de se dire que je milite depuis des années et en fait rejoindre un syndicat ça a été un peu genre ma respécialisation quoi, c'est-à-dire que j'ai pris une nouvelle classe et en fait j'apprends plein de choses, je découvre plein de trucs et même des choses qui sont parfois complexes à déployer au niveau d'individus dans un truc qui est important qui est mon travail et ben là pour mon travail en fait j'ai le syndicat derrière moi pour faire valoir mes droits et c'est super fort. Et la grève a été vraiment vécue comme une énorme réussite par tous les gens. Déjà parce que c'était le premier vrai mouvement national qui d'ailleurs s'est internationalisé parce qu'il y a eu des participations dans d'autres pays qui ont rejoint en solidarité avec le STJV la grève. Ça a été une réussite sur tout le pays. On a eu des piquets absolument partout. C'est la première grève organisée par le STJV ou il y en avait eu d'autres avant ? Alors, il y a eu des grèves, mais la première grève nationale, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des appels à la grève. Donc, par exemple, pour la Palestine, le STJV avait appelé à rejoindre le rassemblement et la journée de grève de la CGT, si je ne me trompe pas. Depuis 2020, le STJV fait grève le 3 mars. Donc pour la journée internationale du droit des femmes, mais c'était, si je me trompe pas, premier grève entièrement organisé par le STJV au national, oui, merci. Okay. Le premier appel à la grève générale, oui, parce que si, c'est ça qui est important, c'est un appel à la grève générale. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est appeler tout le monde et de dire à tout le monde, il faut faire grève. Ouais, c'est le 8 mars, c'est pas le 3 mars, la journée des droits des femmes. C'est le 8 mars, j'ai pas dit le 8 mars. T'as dit le 3. Ah, vas-y, fais chier. T'as dit le 3-3. Ah, OMG, le fumble. Oh là là, le fumble. Grave. Mais du coup, c'est bientôt en plus. Ouais, c'est bientôt. Ouais. Et voilà. Et du coup, je pense qu'on peut parler de comment soutenir le syndicat, peut-être. Ben oui, puisque je pense qu'on a bien parlé de la grève. Du coup, ouais. Comment de le rejoindre pour les gens qui voudraient le rejoindre. T'as dit que du coup, toutes les personnes qui sont dans le milieu du jeu vidéo. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où votre métier a plus ou moins un rapport avec le jeu vidéo, vous faites partie de la presse jeu vidéo, vous vendez des jeux vidéo, même si bon, peut-être si vous tenez si vous travaillez dans un Micromania, peut-être allez voir la CGT Commerce ou une structure comme ça sera peut-être plus pertinent que nous, parce que nous on n'est pas forcément sûr de pouvoir aider, mais en fait, à partir du moment où votre métier en fait est en lien avec le jeu vidéo, vous pouvez demander à adhérer. Donc en fait, pour adhérer, c'est très facile. Est-ce que je peux poster des liens ou je te les envoie? Tu peux. Voilà. Il y a Hugo qui en a posté un sur Twitch. Super, voilà. Vous avez l'adhésion là. Donc déjà, en fait, vous pouvez adhérer. Adhérer, c'est possible de le faire gratuitement. Parce qu'en fait, ici, on ne croit pas à des notions vomiteuses comme le lumpen prolétariat. C'est-à-dire que les gens qui ne travaillent pas, en fait, font aussi partie de l'industrie. Et justement, en fait... lutter contre les conditions de l'industrie aussi, c'est essayer de promettre de s'assurer que tout le monde puisse travailler et vivre décemment en fait. Et du coup, c'est aussi les enjeux. Donc, que vous soyez en fait, par exemple, chômeureuse ou en fait étudiante, en fait, vous avez la possibilité de cotiser gratuitement. Donc, c'est-à-dire en fait de dire, je ne peux pas donner d'argent parce que normalement la cotisation est élevée. Enfin, le recommandé c'est 1%. Mais en fait, si vous êtes en situation de précarité, vous pouvez adhérer gratuitement et éventuellement, si à un moment en fait vos finances se débloquent, là vous pourrez contacter pour donner de l'argent pour l'année ou le mois. Donc en fait, vous pouvez soit donner au mois, soit donner à l'année. Et voilà, vous pouvez participer comme ça au STJV, c'est le plus important parce que c'est ce qui nous permet de payer les avocats et de renflouer de renflouer en fait par exemple les caisses de grève ou tous les besoins que le syndicat, donc ça va aussi de l'impression de drapeaux et d'autocollants qui sont nécessaires. 1%, c'est 1% de quoi ? 1% de ton salaire à l'année, excuse-moi, okay. Désolé. Ok. Voilà, donc ça c'était comment adhérer au syndicat. Et du coup, un autre moyen de soutenir le syndic, c'est si on veut le pas bundle. Ou on peut pas adhérer.
c'est le bundle de grève. Pour maintenant 10 $, si je me trompe pas, vous pouvez avoir l'équivalent de 241 € de jeu. Et surtout, j'aimerais appeler, je sais très bien, aux gens de Twitch qui sont ici. On est actuellement à 44 859 € sur le bundle de grève. C'est-à-dire moi, comme j'ai pas refresh, c'est encore à 44 596. Donc ça a pris 300 pendant le stream en fait. Ouais, ça a pris 300 balles. Echo qui pull up en fait. Bah, c'est peut-être pas grâce à mon stream. Hein. Peut-être un peu quand même. Peut-être un peu quand même. Il y a des gens dans le chat qui ont pris le bundle pendant le stream. Bah peut-être, mais grosso modo pour vous situer en fait cet argent du bundle de grève, en fait c'est littéralement l'argent qui va permettre en fait aux gens qui ont fait grève de recevoir une compensation financière. Donc SVP donnait de l'argent parce que j'ai fait grève et que j'ai mis en retard tous mes clients ce jour-là et j'ai dit busy today, won't be here, bye bye. Et en fait, entre l'organisation que les gens font en fait sur la grève, c'est-à-dire que souvent c'est du temps libre ou même parfois du temps qui pourrait servir à du temps de travail en fait qui est consacré à l'organisation de la grève. Et tout ça en fait on va compenser les gens qui ont du coup qui sont adhérents parce que pour l'instant je crois que c'est que pour les adhérents. Mais beaucoup de personnes que je connais ont peur de faire grève à cause de l'argent justement. Oui, et c'est ça aussi la force d'un syndicat, on le rappelle, c'est qu'en fait, quand vous faites grève, le syndicat en fait, avec l'argent qu'il a réuni de différentes actions, comme par exemple le bundle de grève, d'ailleurs le bundle de grève qui est un succès absolu cette année, c'est-à-dire que pour te situer Echo, l'année dernière, le Itch.io de grève, il a fait 1500 €. Ah oui, ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Du coup, il a fait x30. À peu près. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal x30. c'est vraiment pas mal. C'est très très bien ça. Ça met très bien. Et en fait, cet argent, en fait, en participant au bundle de grève, elle permet en fait justement de compenser les gens qui ont fait grève ce jour-là et du coup qui, en fait, du coup, ont décidé de vivre avec moins d'argent pour pouvoir en fait politiquement avoir un poids et lutter en fait contre ce qui vivent au travail. Grosso modo, l'idée du bundle de grève, c'était que si tu avais fait un jeu, quel que soit le moment de création du jeu, tu pouvais candidaturer. J'imagine que l'année prochaine il y aura aussi si éventuellement il y a une grève, je ne sais pas, il y aura éventuellement la même chose. Faut se dire aussi que ça coûte très cher de faire grève. Je vous laisse le calcul si on compense à hauteur de 80 € jour par personne pendant les grèves. Du coup on a eu 2000 grévistes, donc attends, 2000 x 80, ça nous fait combien? Ça fait 160 000. Ouais, 160 000 €, voilà, donc ouais. Donc pour compenser à 80 € 2000 personnes, il faut 160 000 balles. Ouais, d'accord, bon. Il y avait une game jam pour le bundle aussi. Ah oui, il y avait une game jam aussi pour le bundle. Oh, trop bien. Ouais, voilà, ouais, donc c'est des frais qui sont quand même énormes à déployer en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on peut compenser que les adhérentes. Donc voilà, si vous voulez faire grève en fait, juste le fait de faire grève, adhérer, c'est aussi la meilleure manière en fait de vous assurer que si vous faites grève, vous pourrez éventuellement être compensé pour avoir fait la grève. Et c'est très et en fait, soutenir le STJV, donc ça passe quand il y a des appels justement comme ce bundle de grève ou d'autres dons. Il y avait, je crois, il y avait une page qui avait été créée pour donner pour justement la grève à Dontnod parce qu'il y a eu des très longues périodes de grève à Dontnod Entertainment. Et il y a aussi d'autres choses, tout simplement, c'est se renseigner sur le syndicat, lire les actualités du syndicat, partager les actualités du syndicat, recommander à vos proches, éventuellement si vous avez des proches qui travaillent dans le jeu vidéo et qui vous expliquent que ça se passe pas forcément bien, leur parler du syndicat, ça peut être important. Et surtout, quelque chose de fort qui peut être aussi, c'est questionner de manière critique toutes les informations que vous pouvez lire sur internet, dans la presse et aussi à la télé quand des gens parlent négativement d'un syndicat en général. Parce qu'en fait les syndicalistes subissent de la répression syndicale, c'est-à-dire qu'en fait comme on lutte activement et objectivement contre les intérêts patronaux, en fait on subit ce qu'on appelle de la répression syndicale. Et en fait il y a aussi en fait on a très mauvaise presse, c'est-à-dire qu'on est mal vu.
on est toujours vendu comme des feignants, on essaye de bloquer le pays et de le parasiter. Et en fait, tout ça, c'est en fait de la répression syndicale et c'est surtout en fait de la propagande en fait patronale pour nous nuire et nous faire mauvaise image. Et ça, s'il y a quelque chose qu'il faudrait retenir de cet échange avec nous, c'est quand vous voyez un mauvais jeu, dites-vous, c'est sûrement les patrons, les responsables. Et quand vous voyez qu'on parle d'un syndicat et que on peint les syndicalistes comme des feignants et des irresponsables, dites-vous que c'est très probablement le patron qui a donné l'interview et qui explique la situation. C'est vrai que avant que je me politise, quand j'entendais parler des syndicats, j'entendais que des trucs négatifs en fait sur les syndicats. J'avais l'impression que les syndicats c'était pas bien. Oui, mais c'est vrai qu'on est très méchant. Avant qu'on soit éduqué politiquement, tu sais. C'est vrai qu'on est très méchant. Notre but, c'est de faire en sorte que plus personne ne subisse l'exploitation au travail. Ah ouais, c'est vraiment très mal. Vous voulez pas que les gens soient exploités? C'est fou ça. C'est terrible. C'est terrible. La société en otage. Oui, bien sûr. Oui. Sinon, on viendra parler des quelques milliardaires qui tiennent vraiment la société en otage. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à donner de l'argent. Dans le bundle, il y a par exemple Pyrène, qui est un excellent roguelike jeu de cartes. Et qui en fait est littéralement en fait pour 10 balles vous l'obtenez plus cher, enfin vous l'obtenez à moins cher que ce qu'il est sur Steam si je me trompe pas. Vous avez énormément de chouettes jeux, en fait vous avez plein de gens qui ont participé et en fait à côté de ça l'argent qui sera récupéré en fait soutiendra les grévistes et du coup c'est merci beaucoup en fait à toutes les personnes qui ont submit leur jeu pour ce bundle. D'ailleurs j'en profite. Et merci beaucoup à toutes les personnes ici présentes qui achèteront le bundle en fait. Parce que votre soutien, votre Pyrène, il coûte 11 € sur Steam par exemple. Ouais, c'est ça. Pour le prix, pour moins que le prix de Pyrène, vous avez Pyrène plus plein d'autres jeux. T'as adhéré à Haru? Ah, très bien. Trop bien, bah oui, Haru, t'es étudiante, mais c'est trop cool, écoute, ça fait trop plaisir. Mais c'est trop bien, mais hésite pas à me poser des questions directement, et puis après, je sais plus dans quelle ville t'es, mais c'est très probable t'es dans une grande ville, toi, non? Ouais, elle est dans une grande ville. Parce qu'en fait, ce qui peut être ça fait trop plaisir de voir. Mais oui, Haru, moi je suis syndiqué depuis 9 mois maintenant au STJV, et puis j'ai pu pas mal participer. Vu que tu as adhéré, après tu pourras nous rejoindre sur les canaux de communication du syndic pour poser tes questions. Voilà, et c'est très chouette. Il y a même des espaces dont je n'ai pas le droit, des espaces de discussion du syndic aussi en non mixité bien sûr, ce qui est très important parce que c'est aussi en fait c'est aussi un des grands besoins du syndicat et quelque chose de très important en fait. C'est justement la notion protège les travailleurs et les travailleuses, c'est-à-dire qu'en fait les problématiques sexistes malheureusement c'est quelque chose qui est pas encore assez répandu en fait de lutter contre. Et pour nous, c'était très important en fait justement de ne pas être juste le syndicat des travailleurs, mais des travailleurs et des travailleuses, et en fait de se montrer le plus inclusif possible en fait dans le syndicat et de lutter contre les oppressions, parce que le jeu vidéo c'est aussi un milieu qui en est extrêmement gangréné en fait. Ah, d'ailleurs, à propos de ça, j'ai posté un short pour annoncer le live d'aujourd'hui et il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires oh, t'es pas choqué de voir un drapeau LGBT sur la photo de la manif? J'étais là, bah pourquoi je serais choqué de voir des minorités représentées dans des luttes sociales? Bizarre. Non, mais en plus, c'est extrêmement ironique parce qu'en fait, dans les industries créatives, c'est aussi. En fait, les industries créatives pour justement les minorités de genre et les minorités de genre et juste les minorités sexuelles aussi en fait, enfin c'est un peu les seules industries qu'on a pour espérer un peu se protéger, être un peu toléré, c'est-à-dire que au pire on est quirky bizarre et au mieux on nous comprend et on nous célèbre en fait. Et du coup en fait il faut aussi comprendre en fait qu'on a que ça et justement on parlait du harcèlement de l'extrême droite en fait. Et typiquement, ce genre de commentaires c'en est. Enfin, on a été ciblé par, vous savez, ce youtubeur absolument insupportable en paix qui fait des vidéos extrêmement problématiques, qui nous a ciblé. P comme problématique. De quoi? Ouais, P comme problématique. Et ça commence et ça termine aussi comme son pseudo, c'est ça? Ouais, ça finit aussi, ça finit en hic comme problématique, ouais, c'est exactement ça, quoi. Il porte bien son nom. Et mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on a des drapeaux, on a des drapeaux LGBT, ils sont très bien les drapeaux. Et d'ailleurs, si vous ils sont très très beaux les drapeaux. Moi j'ai le rouge noir là chez moi, là, il est super. Je suis très content de mon drapeau là. Moi, ça faisait des mois que je voulais un drapeau, j'ai pu en récupérer. J'ai pu en récupérer un il y a pas longtemps, c'était chouette.
Le rouge noir, il représente quoi? Le rouge noir, alors est-ce que quelqu'un peut bien détailler le rouge noir? Faut que je réfléchisse, mais j'arrive plus à dire si c'est l'antifascisme ou Anarcho-syndicalisme, d'après Una Cohen. Anarcho-syndicalisme, merci Unako, bien sûr. C'est ça, j'ai un doute. J'avais un doute. J'ai récupéré le trans et lesbien, ils sont magnifiques. Alors ça c'est incroyable, hein, c'est parce que vraiment le drapeau lesbienne de SCJV, qu'est-ce qui met bien? C'est Stendhal. Oui, le rouge et noir. Non, c'est bien un anarcho-syndicaliste pour le rouge et noir. Mais non, mais du coup, ouais, on a en fait, c'est très important en fait aussi l'inclusivité en fait dans le syndic, justement dans une industrie qui est utilisée pour des paniques morales et en fait qu'on subit nous de plein fouet. Et en fait, d'être un endroit en fait où on protège les autres, parce que faire solidarité entre travailleurs et travailleuses, c'est avant tout s'assurer que tout le monde soit bien et en sécurité. Et en fait, ça passe par certes défendre nos salaires, mais s'assurer aussi que nos collègues soient bien genrés en fait au travail et qu'on leur donne le respect qu'ils méritent. Oui, on a eu vent de pas mal d'affaires de harcèlement, notamment chez Ubisoft et tout. Ouais, c'est Quantic Dream, ouais, on peut les citer partout. On a eu Evil Empire. Plein de violences sexistes, d'agressions et tout. Au niveau des handicapés, bah en fait, c'est plus facile d'agresser les minorités de genre, parce que en fait, elles subissent tellement et elles sont tellement elles subissent tellement de base qu'en fait... Voilà, c'est aussi ça le patriarcat en fait. Avec la barre diagonale dans l'autre sens, c'est anarcho-communisme. Les drapeaux se ressemblent beaucoup, mais ils sont inversés dans le design. Ah, parce qu'en fait, on a un autre rouge-noir. Ah, il faut que je les collectionne tous alors. Ça y est, attrapez-les tous, les drapeaux du STJV. Mais oui, on en avait plein, c'était super. Mais voilà, mais du coup, ouais, moi je suis assez fier de le représenter aujourd'hui. Moi, je m'attendais pas trop à faire ce live, mais vu que tu es venu m'en parler, ça me faisait plaisir de. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté. Du coup, je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Bah en fait pour moi c'était vraiment en mode oh oui bon bah c'est Echo, je suis jamais passé par sa chaîne et en plus je peux parler du syndicat en étant avec ma pépé chat, ce qui est quand même un énorme banger. Les gens vont pas se dire putain bizarre ce gars avec sa pépé chat. Moi je trouve ça fantastique en fait de me dire que la lutte syndicale ça peut passer par mettre ma pépé chat aussi, alors qu'il y a quoi et aller sur la chaîne d'une VTubeuse. Il y a 2 semaines j'étais en train de... Ouais, c'est génial. Enfin, c'est aussi. Et plus en fait, on parle plus à aux joueuses aussi qui sont la fin de la chaîne en fait. Et c'est aussi, moi, je pense un peu recréer le dialogue avec ces gens qui n'ont pas forcément les infos pour nous comprendre. Et c'est là où je trouve ça pertinent aussi en fait, c'est de dire que en fait, nous aussi, on est des joueurs et des joueuses. Et nous aussi, on aime les jeux vidéo et peut-être que nous aussi, on est un peu déçus de certaines productions qui sortent aujourd'hui, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait pertinent de faire ça sur ma chaîne, parce que bien sûr, les gens qui sont dans mon chat, ils s'intéressent aux jeux vidéo, quoi. Ce chat syndicaliste est vraiment c'est un vrai chamarade, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est la journée du chat aujourd'hui, on est le 22 février. Quoi, c'est le jour quoi? C'est le jour des chats. Attends, faut que j'aille chercher mes chats alors. Après le stream, je vais passer. C'est aussi, du coup, c'est l'anniversaire des 5 ans de quand j'ai adopté mon chat. Oh, Yuna, incroyable. Mais voilà. Mais du coup, si j'avais 2 derniers mots, ça serait faites péter. C'est pas du tout 2 derniers mots, mais ça serait. Si vous n'avez pas pris, faites péter le bundle de grève, vraiment. Tout soutien est nécessaire en fait pour s'assurer la lutte et pour vous assurer au final de bons jeux. Et même pour soutenir les travailleurs et les travailleuses, en fait, on en a besoin. Et soutenez les syndicats autour de vous. Si vous êtes dans une branche de métier où vous vivez des difficultés, et même si vous ne vivez pas des difficultés, parce que attendre que les choses vont mal pour commencer à se mobiliser, c'est déjà trop tard. Syndiquez-vous, vraiment, c'est super important. Prenez le temps de vous renseigner, de regarder les différents syndicats par rapport à votre profession. Mais dans les éventualités, en fait, se syndiquer, c'est s'assurer la protection du travail. Et plus on fait masse, plus en fait on arrive à être efficace et plus on arrive à faire valoir nos droits au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Para. N'oubliez pas, syndiquez-vous, c'est important.